Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Merci d'être présents pour cette conférence qui s'intitule Quel avenir pour Marseille en 2050. La conférence se fera en plusieurs parties. Donc, tout d'abord, Wolfgang Kramer nous fera un constat. Peut-être je vais présenter d'abord. Directeur de recherche au CNRS, écologue, géologue et membre et co-auteur du rapport du GIEC. Il nous fera un constat sur qu'est-ce que sera Marseille si on continue à agir comme ça, que deviendra la ville. Ensuite, on parlera des autres avenirs possibles, un avenir plus positif avec Jessica Crillon, qui est autrice de La Bascule, qui est un conte sur l'avenir de Marseille. Jessica Crillon est poétesse, écologue, marine et bavarde. Voilà. Ensuite, le troisième temps sera consacré à la Forêt des Possibles avec Marin Mauffret, qui est fondateur de la Forêt des Possibles, qui invite chacun et chacune à trouver sa juste place dans une société en transition. Il nous parlera de la Forêt des Possibles. Et tous ensemble, on va créer un arbre ça va être inédit, ça n'a encore jamais été fait. Donc ça va être une expérience inédite. On va vous faire réfléchir sur l'avenir que vous voyez pour Marseille en 2050. Et tous ensemble, on va créer cet avenir-là en dessinant sur l'arbre. Voilà. Et après, il y aura un temps pour les questions et réponses à la fin, si ça vous convient. J'invite Wolfgang à commencer du coup la conférence. Mais un petit rhum à vous. Oui, donc merci on m'entend bien? Oui. Pour l'invitation et merci à vous tous d'être venus. Je me présente peut-être un tout petit peu plus. Je suis allemand, comme vous comprenez peut-être de mon accent, mais ça fait quelques années que je suis en France. Un laboratoire ici à Marseille, Aix-en-Provence, qui s'appelle l'Institut méditerranéen de la biodiversité et de l'écologie. J'ai passé la plupart de mon travail scientifique depuis plus que 30 ans maintenant, à la fois dans le monde de la recherche, mais aussi dans le monde de l'information ou de passage de l'information aux décideurs, plus précisément dans quelque chose qui s'appelle le GIEC. Et vous avez tous entendu parler et vous êtes surtout tous là parce que vous êtes déjà au courant un peu de ce qui se passe, mais j'essaie dans les 20 minutes qui viennent vous donner un peu une perspective personnelle et aussi une petite actualisation, peut-être par rapport aux choses que j'imagine que vous savez tous concernant le changement climatique. Je ne parlerai pas directement tellement de la ville de Marseille ou des conditions à Marseille, entre autres parce que je crois que ça va être un peu le sujet de la discussion, des échanges, et vous êtes probablement tous plus Marseillais ou Marseillaises que moi. Moi, j'habite a priori à Aix-en-Provence je crois que ça fait partie de l'intérêt de discuter l'avenir de la ville, que chacun vit la ville un peu différemment dans son quartier, dans son coin, dans son confort ou dans son déconfort, si on peut le dire comme ça. Un mot sur le GIEC. Pourquoi c'est intéressant de s'intéresser au fonctionnement du GIEC. Le GIEC, c'est donc le groupement intergouvernemental des experts sur le climat. Et c'est une institution des Nations Unies qui a été établie en 1988, déjà avant la grande conférence à Rio en 1992. Et pourquoi? Parce qu'on a ressenti la nécessité, pas seulement que les scientifiques s'expriment sur ce qui arrivait à l'horizon à l'époque comme changement climatique, mais aussi parce qu'on voulait que les scientifiques travaillant dans leur domaine s'expriment d'une façon compréhensible. Et pour que ça soit compréhensible, c'était construit dès le début comme un échange, comme une plateforme en fait, dans laquelle des représentants des gouvernements de tous les pays de la planète
rencontre des auteurs des rapports et on échange, on discute, on met en question, on demande des précisions, on demande des clarifications. Et pourquoi j'insiste sur ça? Parce que à des étapes régulières dans le processus de la préparation de ces rapports, chaque fois qu'un rapport est terminé, il y a donc la grande réunion avec les représentants des gouvernements. Et à la fin, il y a un moment où on demande est-ce que vous avez pu poser toutes vos questions et est-ce que vous avez compris nos réponses? Et à ce moment-là, il y a soit un consensus dans la salle où tous les représentants disent bah oui, ok, on a compris, on prend comme acquis, comme confirmé l'information que vous venez nous passer ou non. Et toujours, et maintenant on est dans le 7e cycle de ces rapports, toujours à la fin, tous les gouvernements, français, allemands, Arabie Saoudite, russes, chinois, tout ce que vous voulez, ont certifié qu'ils ont compris et accepté les conclusions de ces rapports. Et je dis ça ici, ça vous peut-être paraît un peu formaliste ou je ne sais pas quoi, mais je trouve que c'est extrêmement important pour le débat public dans tous les pays où on a encore un débat public, pour le dire comme ça. Donc, surtout aussi en France, qu'à chaque instant, quand un représentant d'un gouvernement nous dit bah oui, vous voyez bien, mais il y a quand même des incertitudes et on ne sait pas trop et tout ça, on peut répondre écoutez, vos experts ont pris connaissance des connaissances scientifiques, des résultats scientifiques et ils ont constaté qu'ils font pas seulement confiance et qu'ils acceptent les conclusions. Je trouve que c'est très important pour la discussion sur le changement climatique et comme nous sommes évidemment pas seulement concernés par le changement climatique, mais aussi par la crise de la biodiversité, pour faire tout court, tout simple, il existe une plateforme comparable, comme le GIEC, qui s'appelle Plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, IPBES, qui fonctionne grosso modo pareil et qui fait des rapports régulièrement. Et là aussi, non seulement le gouvernement français a toujours approuvé ces rapports, mais aussi en fait tous les gouvernements de la planète. Donc ça, comme petit préambule, pourquoi j'insiste sur ce fonctionnement du GIEC, non seulement c'est un bon travail, et moi j'ai passé beaucoup de temps là-dessus, oui bien sûr, mais surtout, aucun élu gouvernemental peut se mettre à la distance de ces rapports parce qu'ils ont eu l'opportunité de poser des questions et ils ont constaté qu'ils acceptent. Et qu'est-ce que c'était donc il y a 2 ans maintenant qu'on a publié le 6e rapport en plusieurs volets, et beaucoup plus important, rien que le rapport là de 2022 est beaucoup plus haut que ces 3 livres. Mais en conclusion, il y a le constat triste que vous savez tous, que la température augmente, les émissions de gaz à effet de serre augmentent, il y a certaines tendances peut-être une certaine légère amélioration, mais grosso modo, on n'est absolument pas du tout en route vers l'objectif qui a été formulé à notre surprise, presque au moment de la COP 21, donc en 2015 à Paris, où on a dit que maintenant on se donne une cible, on veut éviter que la température de la planète à la moyenne se réchauffe plus que 1,5 par rapport à l'ère industrielle. Je ne vais pas parler de beaucoup de chiffres aujourd'hui, mais je veux juste insister un peu sur cette histoire de 1,5, parce que le 1,5 dans l'accord de Paris, c'est la température moyenne de la planète. Et ce n'est pas une température locale à Marseille ou en PACA ou en France ou en bassin méditerranéen. Il est connu, il a toujours été connu que certaines régions se réchauffent plus vite que d'autres, surtout les continents se réchauffent plus vite que les océans à la surface. Et donc ici, on a déjà longtemps, localement, régionalement passé les 1,5, mais ça, en soi-même, ne peut pas dire qu'on est dépassé de l'accord de Paris. L'accord de Paris parle de la température moyenne de toute la planète, et là, on est actuellement vers les 1,2. Peut-être 1,25, 2,5, j'imagine, très bientôt.
Donc on est en route vers les 1,5 et ça c'est pas la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle c'est que à l'échelle planétaire, après Covid, on a tout fait pour retourner au même taux d'augmentation des gaz à effet de serre qu'on avait réduit un tout petit peu pendant le Covid. Et donc on est sûr aujourd'hui que la cible de 1,5 telle qu'elle a été formulée au moment de l'accord de Paris, on ne va pas y arriver. Longtemps, mes collègues, surtout physiciens, chimistes, sciences dures, ont dit que oui, si demain on arrêterait toutes les émissions de gaz à effet de serre, on pourra encore arriver à stabiliser à 1,5. Oui, il y a quelques années c'était encore vrai. Aujourd'hui même ça, c'est plus possible. Mais surtout, on peut, autant que scientifique sur le climat, on ne peut pas faire semblant qu'on ignore l'inaction politique, qu'on ne prend pas connaissance du fait que les politiques des différentes nations sur la planète, mais pas que en Europe, mais surtout aussi ailleurs, ne sont toujours pas du tout sérieux par rapport à cet objectif d'arrêter le changement climatique, et pas non plus, il faut toujours l'ajouter, pas non plus pour les efforts à réduire la perte de la biodiversité. Donc, pour nous, les scientifiques, ce qui est un peu problématique, et je ne vais pas vous embêter longtemps avec ça, mais on dit, mais vous êtes écologue, vous êtes océanographe, vous ne savez rien sur la politique. Oui, non, mais je ne sais rien, mais ce que je sais faire, c'est observer quand même les politiques et les tendances des émissions de gaz à effet de serre. Et je peux bien observer qu'actuellement, on n'est pas dans les clous pour la baisse qu'il faudra. La France s'est donné déjà quelques années une stratégie nationale de bas carbone qui, déjà en elle, n'est pas extrêmement ambitionnée. Mais là, cette année 2023, c'était la première année où on a grosso modo tenu à peu près l'engagement dans cette stratégie nationale bas carbone. Mais il faudra continuer à le faire pendant des années. Il faudra surtout renforcer et il faudra surtout aussi se poser la question, est-ce qu'on ne peut pas faire plus que cette stratégie moyennement ambitionnée? Pour revenir aux conditions physiques ou biologiques du système climatique tel que c'est actuellement et tel que ça continue à évoluer après le dernier rapport du GIEC, on est donc en plein réchauffement et on a fait quelques observations l'année dernière qui sont particulièrement préoccupantes. On savait tout le long qu'une chose qui se passe si je réchauffe l'atmosphère, c'est une grande partie du chaleur sera absorbée par l'océan. Donc l'océan, ce qui est d'abord une bonne chose parce que l'atmosphère se réchauffe un peu moins vite, sauf que l'océan, évidemment, il stocke ce chaleur, cette énergie. Et non seulement on a observé que l'océan lui-même s'est réchauffé d'une façon inattendue, beaucoup plus vite l'année dernière qu'on ne l'avait jamais observé. Et en plus, on sait bien que si aujourd'hui, encore une fois, magiquement, on pourra arrêter les émissions de gaz à effet de serre, la chaleur stockée par l'océan, elle continuera à réchauffer l'atmosphère. Donc le fait que l'océan fonctionne comme une espèce de stockage, c'est à la fois une bonne chose parce que ça diminue un peu le réchauffement, mais ce n'est pas du tout bien ni pour l'océan même, ni pour l'avenir. Et c'était surtout une grande surprise l'année dernière que tout d'un coup, la température de l'océan avait augmenté plus qu'on s'était attendu. Ce sont des petites montants si vous pensez à la totalité de l'océan à l'échelle globale, mais c'est très inquiétant parce qu'il y a beaucoup d'énergie derrière. Et l'autre chose qui était frappant, surtout après la publication du rapport du GIEC 2022, c'est que certaines tendances qu'on a
vu un peu et on les a projetés dans l'avenir, on les voit se manifester beaucoup plus fort que attendu. Et c'est les incendies des forêts. Vous l'avez tous vu, des images du Canada, de la Sibérie, du Brésil. Dans beaucoup de régions au monde, il y a des méga-feux qui sont beaucoup plus importants qu'habituellement. A priori, en zone méditerranéenne, on est habitué à feu. Qu'il y a des incendies, ce n'est pas quelque chose d'anormal, mais de plus en plus, on voit ces feux, ces incendies qui ne sont pas contrôlables, où on a très peu de possibilités autres que évacuer la région et laisser brûler des villages entiers ou des petites villes entières, comme on a vu au Canada. Et non seulement c'est très très grave pour ceux qui sont impliqués, pour la perte de la biodiversité aussi dans la région, mais aussi ça augmente évidemment la quantité des émissions de gaz à effet de serre et ça mobilise une partie du carbone stocké dans les forêts vers l'atmosphère et donc un rôle amplificateur. Et le dernier facteur qui est très préoccupant et qui joue un rôle peut-être encore plus important que ce qu'on avait écrit dans le dernier rapport du GIEC, c'est la hausse du niveau de la mer, qui, et vous le savez, probablement elle est due à plusieurs éléments. Déjà, quand l'océan se réchauffe, physiquement, il va prendre un peu plus de volume. C'est comme tout objet, quand le réchauffe, le volume augmente un tout petit peu. Longtemps, c'était ça la raison principale pourquoi le niveau de la mer monte. Mais en plus de cela, les glaciers, vous l'avez aussi vu toutes les images, les glaciers dans les montagnes, dans les Alpes, dans l'Himalaya, dans les montagnes rocheuses, ils fondent et l'eau part évidemment dans la mer avec grande vitesse. Et il y en a deux endroits au monde, très loin d'ici, qui montent des tendances préoccupantes, qui nous touchent ici, comme toutes les villes et régions côtières, et c'est ce qui se passe en Groenland et c'est ce qui se passe en Antarctique. Il faut vraiment s'intéresser à ça, même si c'est très loin. En Groenland, on observe déjà depuis quelques années que la perte de l'eau à cause de la fonte, de la grande masse de glace sur le continent, sur l'île de Groenland, elle est importante et elle a probablement dépassé quelque chose que nous appelons un point de bascule. Qu'est-ce que c'est un point de bascule? C'est un système qui commence à se dégrader et même si je n'arrive plus le forcer, il va continuer à se dégrader. Pourquoi c'est le cas en Groenland? C'est assez simple parce que la glace en Groenland, elle est très épaisse, elle monte jusqu'à 300, 400 mètres d'altitude et quand ça fond, la glace qui est encore là, elle est un peu moins haut. C'est parce qu'il y a tout simplement moins de glace. Et donc dans les couches de l'atmosphère qui sont un peu moins froides. Et donc la tendance que cette déglaciation de Groenland va continuer, elle est importante. Ça va prendre des siècles, ce n'est pas quelque chose qui se passe dans quelques années, mais la contribution du Groenland à la hausse du niveau de la mer est très importante. Et nous observons maintenant des mécanismes comparables à cela en Antarctique. C'est plus compliqué là-bas et on est dans une zone où on ne peut pas faire des projections très claires. On ne peut pas dire en 10 ans ou 20 ans, on va avoir tant de l'eau qui vient de l'Antarctique. Mais le problème, c'est plutôt que ce risque, il est peut-être petit, mais si cette petite probabilité se manifeste, donc si on perd une grande quantité de glace de Groenland, ça veut dire on est vers les 3, 4, 5 mètres de hausse au niveau de la mer dans le siècle prochain. Peut-être déjà à la fin, bon, on parle de 2 mètres potentiellement à la fin du siècle actuel, donc pendant la vie de nos enfants et nos petits-enfants. Et là, pour des villes côtières, effectivement, il y a le patrimoine qui est touché, comme c'est le cas à Venise ou même à Martigues ou ailleurs, peut-être
À Marseille, il y a des façons de se protéger ou changer un peu la structure de la ville ou des structures portuaires, mais il y a surtout aussi des écosystèmes côtiers comme dans la Camargue, comme ailleurs dans le Var ou autour de toute la Méditerranée, que 1,50 m ou 2 mètres de montée du haut niveau de la mer sont préoccupantes à un point qu'on perd des écosystèmes entiers. Et dans certaines régions, comme dans le delta du Nil, on perd aussi les terres des agriculteurs les plus pauvres. Parce qu'au nord du delta du Nil, ce sont des agriculteurs qui sont les plus marginalisés en Égypte, qui utilisent un peu d'eau de la nappe pour irriguer leur culture. Et cette nappe est déjà en train de devenir plus en plus salée, avec la hausse du niveau de la mer, et en certaines régions, ils vont tout simplement perdre leur terre aussi avec la hausse du niveau de la mer. Donc, pour conclure, pour passer au prochain élément, il y a véritablement une vision dystopique que je ne peux pas cacher, parce que les observations et tout ce qu'on peut faire comme projection vers l'avenir nous le montre, mais dans aucun cas ce descriptif peut servir pour justifier une inaction. Je connais beaucoup de gens qui me disent bah oui, on est tous foutus, ça sert à rien, je continue ma vie de consommation. Et bien sûr, un événement comme celle d'aujourd'hui, ce week-end, c'est pas du tout l'objectif n'est pas du tout de faire passer ce message de sans foutisme, je ne sais pas comment on veut l'appeler. Chaque 10e degré compte qu'on peut éviter au réchauffement, et chaque 10 centimètres compte qu'on peut éviter à la hausse du niveau de la mer. À la fin, il y a ce ancien conseiller président Obama aux États-Unis, John Holdren, qui a dit qu'on est dans une situation où il faut choisir, où on a 3 options. On a l'option d'atténuation, ça veut dire éviter des émissions de gaz à effet de serre. On a l'option de s'adapter, de l'adaptation. Et là, il faut aider évidemment ceux qui sont les plus démunis pour leur aider. Et il y a l'option de la souffrance. Et en fait, la réalité, c'est qu'on va avoir les 3. Et ce qu'on discute, et là où on a encore un impact, c'est l'importance relative de ces 3. On ne peut pas s'échapper, mais on peut, d'une façon très importante, basculer vers une atténuation des émissions de gaz à effet de serre beaucoup plus importante dans les villes, dans le fonctionnement des villes comme ailleurs. Et ça va automatiquement réduire la nécessité de s'adapter et aussi la souffrance. Bon, je m'arrête là. Je suis prêt à répondre à d'autres questions, peut-être plus tard, ou je te laisse la parole, non ? Bonjour. Alors là, je vais vous raconter une autre histoire. C'est ce qui s'est passé à Marseille entre 2020 et 2050. Je sais, vous doutez là, de suite, là, je sens vos petits regards, mais en fait, voilà, c'est en Martinique, une conteuse qui m'a raconté. Et là, je suis venue aujourd'hui parce qu'il fallait absolument que je vous raconte ce qui va se passer suite à tous ces échanges. Il faut savoir que quand même, comment j'ai débarqué en Martinique, parce que moi, je suis marseillaise, hein, et en fait, j'ai un gynécologue qui m'a dit que j'avais une reproduction tropicale. Bref, donc je suis allée faire mes enfants là-bas. Finalement, maintenant, on est des Marseille-Tiniqués parce qu'on a grandi dans une ville de Mélangé et maintenant, mes enfants poussent dans un territoire de Mélangé. Sauf que, à cause de ma mère et ses amis, je me suis retrouvée à travailler sur le milieu marin parce que ma mère est une conteuse aussi et un jour, elle était dans une précarité totale. Elle a dit « Moi, je vais devenir capitaine d'un bateau et je vais lutter contre toute forme d'exclusion par la mer. » Donc, elle s'est retrouvée à Marseille, sur la flâneuse, avec son amie qui est justement ici aujourd'hui, donc c'est encore plus émouvant. Et donc, je me suis retrouvée à travailler sur le milieu marin. Et en Martinique, alors là, en Martinique, malheureusement, je vais vous le dire, on est quand même aux premières loges de ce qui se passe. Parce que, voilà, c'est les tropiques.
On est sur une île en plus de blessures, d'usure, on est sur une île colonisée, esclavagisée, donc on est sur un territoire déjà qui a beaucoup de douleurs, et en plus, on a des cyclones qui nous ravagent de plus en plus, on a l'eau qui monte. Moi, je travaille sous l'eau, donc là, on voit les coraux qui blanchissent. Encore il y a 2 semaines, on était sous l'eau. Là, rien que cette année, vu les températures de l'eau, en 2020, on était à 85% des coraux impactés. Donc c'est quand même douloureux. Quand on travaille dans l'environnement, dans la biodiversité, c'est douloureux. Du coup, des fois, la nuit, quand je vois mes enfants pousser, je perds espoir. Je me dis, waouh, voilà. Ça, c'était en 2020, parce que c'était difficile. Et donc, je me promène un jour en Martinique, terre de conteurs, un peu... On va dire que j'avais le blues quand même. Je sais que ça vous arrive un peu à tous quand on entend ça, parce que voilà, quand on voit qu'il faut atténuer, mais en même temps qu'on va souffrir, on se dit, mais il y a tellement de belles énergies. Pourquoi on n'arrive pas à faire basculer les choses? Voilà, il y a Alternativa ici, en Martinique, il y a des personnes fabuleuses qui travaillent sur plein de thématiques. On a des jardins nourriciers qui naissent dans plein de quartiers. Qu'est-ce qui manque et pourquoi ça bascule pas? Et on voit des décisions qui sont prises, comme par exemple raser une forêt pour mettre des panneaux solaires. Enfin, c'est un truc, je me dis, c'est pas possible, on ne peut pas faire des choses comme ça. Si, c'est justifié. Et quand on travaille pour la biodiversité, voilà, des fois, on a une petite panique quoi, qui monte, une petite angoisse. Et donc, quand cette conteuse elle m'a raconté l'histoire de Marseille, j'ai dit, non, mais moi qui suis marseille-tiniquaise, il faut que je vienne vous la raconter aujourd'hui. Sauf qu'avant de vous la raconter, il faut que je vous prévienne que c'est un secret. Donc, ce que je vais vous dire, là, ça va rester entre nous, d'accord ? Je compte sur votre discrétion de Marseillais. Voilà. Alors, il faut savoir que quand même, les conteurs, ils ont besoin de tisser, parce que ce sont des tisseurs, en fait. On est tous des conteurs. D'ailleurs, je vois qu'ici, vous avez tous un petit conteur en vous. Je connais Sandy, j'ai fait la route avec elle depuis mon collège à La Plaine. Je sais qu'elle parlait du début à la fin avec moi. Tanguy nous a mariés, c'est un conteur. Ma tante, son mari qui compte des histoires à son ex-mari et qui le fait rire alors qu'il est en train de mourir. Là, il n'y a que des conteurs, quoi. Je veux dire, et le Hatch Coconis qui n'est pas là, mais il y a des conteurs de pavés, des conteurs de ruelles. Et au fond de vous, il y a un conteur. C'est sûr, il y a quelqu'un. Mais quand le conteur s'exprime en Martinique, il y a quand même un tissage qui se fait avec le public, parce qu'il y a l'assemblée. En Martinique, quand le conteur dit yécric, les personnes répondent yécrac, pour lui donner un rythme, une énergie. À Marseille, quand on va dire aïe, vous allez me répondre yoli. Parce qu'on est à Marseille, il faut mélanger. Quand il dit yécric, c'est yécrac, yémisticri, c'est yémisticrac. Donc je vais déjà voir l'énergie de cette salle. Yécric. Yémisticric. Aïe. Très bien. Nous allons pouvoir rentrer dans le conte. Mademoiselle Marseille m'a donné rendez-vous pour partir avec elle, mais on ne sait pas où. Nous étions en 2020. C'était une année un peu terrible. Il y avait la pandémie, plein de choses, les nouvelles, le feu, le GIEC, tout ça. Et il y avait des quarantenaires qui se retrouvaient dans les Alpes d'Haute-Provence. Ils avaient fait leurs enfants, leurs études, même à la fac Saint-Charles en environnement. Ils avaient fait leurs études juste ici. Et puis après en Océano, puis il y en a qui sont partis, il y en a qui sont travailleurs sociaux, dont Fanny de la Plaine. Fanny de la Plaine, elle est restée à la Plaine, elle est travailleuse sociale, et elle a choisi de travailler dans sa ville. Mais il y en a d'autres qui sont partis à la campagne. Il y en a un, il vit dans une yourte. Il a décidé qu'il lâchait le CNRS parce que ça l'a fatigué. Il a failli être grand chercheur. Il a dit non, maintenant, j'ai décidé de vivre dans une yourte avec ma femme et de vivre de ma terre. Il y en a d'autres, ils travaillaient, comme moi, pour le gouvernement. Je ne vous ai pas tout dit encore, mais comme j'ai un collègue là, je suis obligée d'assumer que... Voilà. Pour l'Office de la biodiversité. Voilà, bon, enfin, on avait chacun nos... Mais au fond, on était tous un peu en dépression, il faut dire la vérité. Quand on voit le monde, les rapports du GIEC, nos enfants qui poussent, on se dit, oula, c'est chaud, la souffrance qui arrive peut-être. Et puis, quand on vit sur une île, de mélanger, on voit aussi qu'il y a aussi des souffrances sociales qui s'ajoutent aux écosystèmes qui sont en train de se faire dégrader. C'est encore plus douloureux parce que c'est des territoires qui n'ont pas forcément mérité ça. Enfin, on est tous... Tout est injuste, en fait. Il n'y a rien, il n'y a pas de justice. Donc, c'est comme ça. On se dit, bon, ben... On va droit dans le mur, mais on y va. Et donc, ils boivent, ils chantent, ils dansent, ils refont le monde comme à chaque fois, comme vous, quand dans vos soirées. La rue qui est à nous, il y a des cigales dans la fourmilière. Bref, c'est le bonheur, ils sont ensemble, et là, ils se disent, rien ne peut nous arriver. Puis à un moment donné, il y en a un qui dit, mais et si on refaisait le monde? Oh, mais tu vas pas nous le refaire à chaque fois qu'on se voit, on refait le monde, mais après, on retourne dans nos crédits à payer, nos métiers, nos vies. Enfin, ouais, mais là, j'ai vraiment envie qu'on le fasse, là, s'il vous plaît. Bon, d'accord, alors, j'ai une idée. Si, par exemple, on annexait une ville. Ah ben
oui, c'est une bonne idée, on se donne un rendez-vous et on annexe une ville. Ben oui, ben voilà. Quelle ville alors? Perpignan? Non, non, trop petit. Paris? Oh non, non, pas Paris, hein, c'est trop proche du pouvoir. Ben, on n'a qu'à le faire à Marseille, on s'est rencontrés à Marseille. Il y a plein de gens là-bas, des gens un peu fada, peut-être ils vont y croire et peut-être ils vont le faire. Mais oui, on va le faire à Marseille, on se donne un rendez-vous en 2022. Non, c'est trop tôt, il nous faut le temps de tout tisser. Le 28 mai 2028. Mais oui, le 28 mai 2028. Et d'un coup, ils avaient une date. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever le bitume, on va mettre des jardins nourriciers, on va mettre des fruits dans les arbres. Il n'y aura plus de panneaux publicitaires, il n'y aura que des poésies. Ah ouais, ah, génial. Et ça sera une ville où on pourra être poilu. Oui, non, ça non. Ok. Et donc, voilà, ils s'embarquent dans ce rêve que le 28 mai 2028, Marseille va basculer, qu'ils vont tout faire, qu'il y aura des gens partout, bref. Sauf qu'après, ils s'endorment. Et ils retournent à leur travail. Et Fanny de la Plaine retourne à la Plaine. Elle a sa maraude à faire. Elle adore faire les maraudes de son quartier. Elle connaît Yécric, Aïe. Elle connaît tous les gens de son quartier. Les maraudes, elle les fait depuis des années. Et il y a un petit souci, c'est qu'elle a rendez-vous chez le médecin, qui lui annonce qu'il y a quelque chose qui s'est niché dans son sein et que malheureusement, c'est dans un stade très avancé. Donc Fanny, elle sent que le monde se dérobe sous elle et que son enfant, peut-être, elle ne va pas le voir grandir. Bref. Elle a un petit moment comme ça où elle se rend compte que voilà, la vie, ça avance vite en fait. 40 ans, 42 ans, il y a des fois des tensions, des choses qui arrivent et des fois on sort de la vie au moment où on ne l'attendait pas. Et là, elle dit non, je vais quand même faire ma maraude ce soir, même si j'ai vraiment juste envie de m'enfermer. Et là, elle voit Pompon. Pompon, c'est un homme accordéon, fripé, plus que de raison. Pompon, il habite la 2e marche du Super U du boulevard Chef, pour ceux qui connaissent. Pompon, il est là. Voilà, c'est sa vie, il habite la 2e marche, comme il y a d'autres misérables que des fois on ne regarde pas, parce qu'on a peur qu'ils nous ressemblent trop, parce que finalement, s'il y a des misérables, c'est qu'on les tous un peu misérables. Et donc, toujours, elle va voir ce monsieur Pompon, parce qu'elle aime ce monsieur Pompon. Alors, monsieur Pompon, je vous ai apporté votre bouteille d'eau aujourd'hui. Alors, monsieur Pompon, lui, et c'est vrai hein, ce que je vous dis, parce que j'ai grandi à la Plaine et il y avait ce monsieur Pompon, avec sa pancarte tous les jours, il avait un petit carton où il écrivait une phrase ou une citation, quelque chose qu'il trouvait dans les journaux. Et là, il n'avait rien trouvé, parce que le monde, là, c'était la pandémie, donc il n'avait même pas le sourire des gens. Les gens étaient masqués, alors que d'habitude, il avait des pièces et des sourires. Là, il était là, dans la chaleur, parce qu'on était en plein été, il faut vivre sur le goudron dans la chaleur de l'été, quand on est au sol, dans le bitume. Bon, monsieur Pompon, il avait écrit du coup sur son carton « Inventez-moi un futur qui rigole et je vous croirai sur parole ». Fanny passe, elle lui donne sa bouteille d'eau. « Mais alors, monsieur Pompon, je vous sens pas bien là ?»« Non, ce monde, ça va pas. Les gens, ils sourient plus, ils sont masqués. Et nous, on est là, dans les rues. » Et il me dit « Mais si ça continue, cette pandémie, les gens, ils vont venir dans la rue et ils vont venir nous squatter. Et moi, je vais pas pouvoir leur dire d'aller dehors puisqu'ils le sauront déjà. » C'est vrai ça. Ça va être dur s'ils immigrent tous dehors. Ah oui, c'est vrai. Et moi, j'ai la 2e marche de Super U. Ça fait 10 ans. Je veux que personne la prenne. Ah oui, c'est vrai. Mais vous savez, vous inquiétez pas, ça va changer. Ah bon? Mais racontez-moi. Ah mais vous n'êtes pas au courant? Mais le 28 mai 2028, mais Marseille va basculer. Marseille deviendra une ville nourricière, une ville forêt, un phare pour l'humanité. Ah bon? Mais oui, les pauvres comme vous, vous êtes trop occupés à manger. Les riches, ils sont trop occupés à vous rendre pauvres et à garder leur richesse. Mais nous, les gens moyens, on va s'activer et je suis dans le projet et ça va basculer. Alors là, monsieur Pompon, Yécric, Mystic Aïe. Monsieur Pompon, lui, il se dit, waouh, pourquoi pas? Alors moi qui croyais que le monde se dégonde, peut-être qu'il y a un espoir. Alors, elle lui dit, mais par contre, attention, hein, vous n'en parlez à personne. C'est un secret entre nous. Le lendemain, qu'est-ce qu'il y avait écrit sur la pancarte de monsieur Pompon? Marseille bascule, Marseille devient ville-forêt, 28 mai 2028. Et les gens du quartier ont vu cette pancarte, sauf que les gens du quartier, ils savent que monsieur Pompon, il sait faire beaucoup de choses dans la vie, mais il ne sait pas mentir. Ça, ils le savent. Hein. Parce que monsieur Pompon, c'est même peut-être pour ça qu'il est qu'il habite la 2e marche, c'est qu'il ne sait pas tricher, il ne sait pas mentir. Donc quand les gens du quartier ils ont vu ça, ils ont dit « Ouah !» Et c'est là... Parce qu'à Marseille, on a des petites oreilles, mais des grandes bouches. Des grandes bouches. Et là, petit à petit, le Mistral, les alizés, les rumeurs ont commencé à tourner. Estac.
terrain de pétanque. Mais tu vas la jouer, cette boule? Tu attends que la Vierge, elle va descendre là de la colline pour la jouer? Il se déplace du cochonnet à la boule. Laisse-moi me concentrer avec concentration, sinon je ne vais pas pouvoir la jouer. Non, mais c'est bon. Le 28 mai 2028, on aura déjà eu le débarquement que tu ne l'auras pas joué, ta boule. Mais quel débarquement? De quoi tu me parles? Oh, vas-y, Fada, t'es pas au courant? Oh, bah, tout Marseille en parle. Ah bon? Allez, viens, viens, je te paye un petit pastis et on va en parler. Le grand port de Marseille. Allez camarades, on doit y être. Ah non, moi j'en ai ras-le-bol. Hein. Je suis toujours des premières grèves, c'est toujours nous, on s'use après, on a des crédits à payer, la vie, moi c'est fini les grèves. Mais je te parle pas d'une grève, ça sera un débarquement, c'est autre chose quand même. Non, je suis fatiguée moi. C'est nous les misérables, on se courbe les chines. Mais vas-y, le débarquement, on ne peut pas débarquer sans port, il faut qu'on soit là, il faut qu'on les accueille. Bon d'accord, hein, c'est la dernière fois. C'est quand la date? Ouais. Québec. Ça se peut-tu, ce projet de débarquement? Et ils en parlent partout. Bah, évidemment que ça se peut-tu. Bon, je sais, l'accent québécois, c'est toujours pas mon fort. J'ai pourtant essayé de le bosser, mais non, c'est pas... Désert de Ouarzazate, la touriste, avec ses talons enfoncés dans le sable. Oh, mais qu'il est beau, ce tapis! Mais bien sûr, il est beau. Et oui, c'est la plus grande des tisseuses qu'il a fait. Il est magnifique. Et c'est du bleu indigo. C'est quelque chose de beau. C'est une tisseuse berbère, je vous dis. Elle est beau, je vous fais un beau prix. Mais par contre, pourquoi il y a écrit 28 mai 2028 à Marseille dessus? Mais ma foi, mais c'est l'espérance. C'est l'espérance, vous n'êtes pas au courant. Mais c'est Marseille. À Marseille, ça va basculer. Bon, ou vous les voulez, ou vous voulez pas. Mais si vous voulez pas, vous ne cassez pas les bouches. Hein. Bref. Même les goélands en parlent. Bref. Et c'est comme ça qu'à Marseille... Eh ben, le monde entier, petit à petit, se prépare. Il plante des graines, des semences. Alors là, j'ai quand même une petite histoire triste, c'est que Fanny, malheureusement, elle disparaît dans les années 2022, 23. Enfin, elle disparaît à ce moment-là. Et ses amis, ils sont là au cimetière Saint-Pierre, justement, et elle a laissé une lettre. Alors, ils la lisent tous ensemble, parce qu'ils ont fait leurs études. Ils y ont cru aussi quand ils avaient 20 ans, mais là, ils ont 40 ans, et là, ils lisent. Fanny qui leur dit, écoutez, je sais que je suis partie, je sais que je ne suis plus là et que c'est dur ce que je vais vous demander, mais il faut la faire, cette bascule. Je sais que bon, c'est compliqué, mais là, je l'ai dit à Monsieur Pompon. Monsieur Pompon, il a dit à tout le monde, et j'ai pas envie qu'il passe pour un couillon, donc je vous en supplie, faites-le, même pour ma fille, faites-le. Alors là, je dis, bon, bah, très bien, mais on va s'organiser alors. On va la faire. Ils se serrent dans les bras, après avoir lu cette lettre, et tous ensemble, en chœur, ils disent, aïoli! On va faire monter l'Aioli. Alors ils se retrouvent au QG. Ils décident d'un endroit, une ferme, un peu dans les Alpes de Haute-Provence. Il nous faut un hymne. On a déjà Aioli, oui, d'accord. Bon, alors il nous faut un animal totem. Ah oui, très bien ça. Alors moi, je pense que le concombre de mer, ça serait idéal. Un anus, une bouche, c'est simple, ça filtre, c'est parfait. Non, franchement, le concombre de mer, je ne suis pas trop chaude. Je veux dire, il y a beaucoup de choses... Je ne suis pas chaude pour ça, non. Alors quoi, alors? Je sais pas, le poulpe. Ouais, le poulpe, c'est pas mal. Oui, en plus, ça a des tentacules. Dans chaque tentacule, il y a un système nerveux. Le poulpe, il a trois cœurs. Il faut de l'amour pour basculer. C'est pas mal, le poulpe. Alors, ils décident que le poulpe sera l'animal totem. Et alors, pendant des années, ils vont s'organiser. Mais il va y avoir le tentacule des tisseurs, ceux qui sont là pour raconter les histoires, ceux qui sont là pour raconter les récits. Il y aura le tentacule des recruteurs pour recruter les gens. Il y aura le tentacule des bâtisseurs qui vont réfléchir à chaque quartier de Marseille. Comment on va faire respirer la ville. Le tentacule des planteurs, comment on va planter. Les jardins nourriciers. Tous les tentacules seront occupés par des personnes qui vont de tiers-lieu en tiers-lieu, de zone en zone, de quartier en quartier, de ville en ville, à Alternativa, tous ces gens. Tout le monde se tisse pour un projet. Chut, on n'en parle pas, mais moi je suis dans le tentacule des tisseurs. Ah, et toi? Et petit à petit, le monde est en train de changer dans l'espérance. Et arrive un jour le joli mois de mai 2028, le 28 mai 2028. Vaquilupuli mes de mai, que tu galant planta sous mai. Et là, le 28 mai d'abord, c'est le dimanche. Il y a Nana qui est sur le vieux port, qui est avec ses poissons et qui dit « Mais gâtez, venez prendre la dorade fraîche !» Le soleil vient à peine de se lever qu'elle est déjà parée. Mais il y a de l'électricité dans l'air ce jour-là. On commence à entendre des bruissements, des accents chantants, des accents pointus, des gens qui parlent d'ailleurs.
D'un coup, Nana regarde, sur tous les sentiers de la ville, elle voit des gens qui arrivent avec des pots de fleurs, avec des trucs, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et d'un coup, elle voit dans les airs des gens, ils arrivent en deltaplane. Mais qu'est-ce que c'est? Les gens partout, les gens arrivent, les gens s'organisent. Attention, Marseille bascule, venez par ici, tentacule des tisseurs, on va vous expédier de quartier en quartier. Alors là, elle dit, mais c'est quoi? Et là, elle se retourne, parce qu'elle entend comme une voile qui claque. Et elle le voit, la rade de Marseille. Mais des milliers de voiles de partout, de plein de pays, des gens qui arrivent à pédalo, en palme masque tuba, qui sortent. Mais c'est quoi ce truc? Et là, elle voit des voiles à l'effigie du poulpe, Marseille, bascule, Aioli, Marseille, Marseille, Paris, Paris, on tentacule. Bon, je vous ai pas dit qu'il y avait que des poètes. Hein. Je vous ai dit que voilà. Bref, et donc, il y a même des gens qui ont des t-shirts, Aioli, ici et là. Et là, le 28 mai 2028, des milliers de personnes intègrent la ville et s'organisent. Et pendant 4 mois, ils vont annexer la ville. Alors, ça va être tendu, je ne dis pas que ça a été facile, mais à un moment donné, il y aura un calme, il y aura les bitumeurs. Alors, les bitumeurs, ils vont débutimer, mais alors ça va faire du bruit. Mais quand d'un coup, il n'y a plus les voitures, et que d'un coup, la ville nourricière naît, petit à petit, de mois en mois, la ville devient une bascule accélérée. Les gens viennent voir, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est à Marseille, ah bon, mais alors on y va. Même le pouvoir se dit, bon, on ne peut rien faire. De toute façon, ils sont tous là parce qu'il y a des gens autour de la ville qui protègent les basculeurs, qui sont là, main dans la main, et ils tournent les uns avec les autres. On est là pacifistes, on veut vous montrer que ça va fonctionner. Et alors, de mois en mois, la ville se retrouve complètement transformée. Les gens ne travaillent plus, ils œuvrent. On était devenus quoi? Des ressources, on était des ressources humaines. Mais maintenant, on n'était plus des ressources humaines. D'un coup, les gens se mettaient à se parler, à aller dans les rues pour aller cueillir leurs fruits. Même Pompon, il vivait dans une cabane sur un des arbres de sa rue. Parce qu'on a mis des cabanes, il y a eu des choses qui se sont passées. Bref, mais attendez, là je vous parle de la bascule, mais de Marseille. Mais Marseille est devenu un phare pour d'autres villes. On a eu Hong Kong en 2030, Paris 2031. Toutes les mégalopoles se sont mis à basculer parce qu'évidemment, les liens se sont tissés partout, des rendez-vous se sont formés. C'était un phare peut-être, mais derrière ça a donné des idées folles. En 2050, on s'est retrouvé avec une ville nourricière. Mais attention, tout n'a pas été réglé. Le climat avait évolué. Et il y avait des peuples qui ont été beaucoup moins chanceux que d'autres. Ça, je l'ai dit tout à l'heure sur les îles, il y a des peuples qui ont dû évacuer. Il y a des eaux qui sont montées, la température est montée, tout n'était pas beau. Il y a eu des erreurs aussi dans la bascule, il y a eu des colères. C'est ça, les liens que nous tissons, ils sont parfois difficiles. Et donc, il faut savoir que quand même, il a fallu accueillir du monde. Alors, Marseille est une terre d'accueil, mais il a fallu que d'autres terres apprennent à accueillir, parce qu'il a fallu accueillir. Il a fallu aussi que cette résilience, elle serve à d'autres, parce que tout le monde n'avait pas eu sa bascule, parce qu'il y a des territoires que même s'ils basculaient, c'était déjà trop tard, parce que oui, l'eau, elle est quand même montée, mais là, il y avait quand même des forêts, il y avait aussi une ville nourricière. On n'était plus dans un Marseille avec le jardin Longchamp, le jardin de ci, le jardin de là. Non, là, on était dans un jardin avec des petits îlots d'habitation, mais tout était jardin. Mademoiselle Marseille m'a donné rendez-vous pour partir avec elle, mais on ne sait pas où. Donc maintenant, je vous demande juste de garder ce secret pour vous. Voilà. Merci beaucoup, Jessica. Est-ce qu'on m'entend? Oui. C'est pas forcément facile de passer après un conte comme ça. Bravo. Et on y croit, bien sûr, et moi aussi, je serai là. Aioli. Je serai là pour qu'on mange de l'aioli en 2050. Et si on est là aujourd'hui, c'est pour se poser la question de savoir à quoi va ressembler Marseille en 2050. C'est l'objet de cette conférence. Et pourtant, je risque de vous spoiler un petit peu d'entrée. Moi, je ne sais pas si Marseille sera si glorieuse que ça en 2050, quand on voit effectivement les projections du GIEC, quand on écoute ce que nous a présenté Arthur Keller à la mairie de Marseille jeudi dernier. Je ne sais pas aussi si ça sera si glorieux que ça, parce que le 7 juillet 2024, à l'époque, alors que les mouvements écologistes et de solidarité arrivait en tête aux élections législatives, c'était pourtant les libéraux, la droite, et soutenus par l'extrême droite, qui prenaient le pouvoir dans ce pays. Et donc, notre ville ne pouvait pas s'adapter de façon
aussi conséquente aux enjeux du bouleversement environnemental, aux enjeux de l'effondrement de la biodiversité, à la raréfaction des ressources. Et pourtant, ce n'était pas faute de nous être battus. Ce n'était pas faute d'avoir mené des projets avec les copains d'Alternativa, avec la Cité des Possibles. Ce n'était pas faute d'avoir cherché encore et toujours à promouvoir plus de justice sociale et de transition écologique dans les quartiers, et notamment avec la réserve citoyenne. Et pourtant, il nous manquait quelque chose, parce que sinon, on aurait vraiment gagné. Ce qui nous manquait, c'était un horizon. Ce qui nous manquait, c'était une méthode. Ce qui nous manquait, c'était une raison d'être. On pouvait être contre les gigantesques paquebots qui arrivent sur le nord de la ville. On pouvait être contre le déchirement et les injustices sociales qui existent entre les quartiers nord et les quartiers sud. On pouvait être contre le fait qu'il y ait un accaparement du pouvoir au profit de quelques-uns. Mais on n'était pas pour quelque chose. On ne savait pas réellement où on allait. Alors, nous nous sommes dit que s'il fallait recommencer quelque part, nous recommencerions par nos liens. Et un jour, nous avons reçu à la radio un gars qui s'appelle Guilain et qui nous parlait de son projet qui se passe aux Crottes, à côté de Gèze, qui s'appelle Mycotopia. Et il nous racontait des échanges de nutriments qui existaient entre différentes espèces de champignons dans un réseau mycélium. Et là, on s'est dit, mais c'est génial ça, le mycélium. Et il est génial, Guilain, parce qu'il nous raconte comment est-ce qu'on peut avoir une pluralité d'espèces qui vont chacune donner au collectif ce dont le collectif a besoin, tout en récupérant ce dont elle a besoin pour elle. Et ça, moi, je m'y suis retrouvé, parce que moi aussi, j'ai mes aspirations, et vous aussi, vous avez vos questions ici dans cette salle. Dans un réseau mycélium, je suis un dans un tout. En tout cas, un dans un nous, comme un arbre dans une forêt. Et cette forêt, nous avons décidé de la faire pousser à Marseille avec un réseau d'irréductibles utopistes qui se battaient sur des enjeux alimentaires, sur des enjeux d'éducation, sur des enjeux culturels, sur des enjeux pour pouvoir se loger correctement. Et nous avons commencé à nous mailler, à nous tisser, à identifier plein de petits bosquets pour savoir qui fait quoi. Et toujours autour d'un tronc commun, nos valeurs et nos intérêts partagés. Mais ce tronc commun, il n'allait pas à l'encontre de la diversité de nos racines qui sont forcément différentes dans une ville plurielle comme Marseille. Et également de la diversité de nos aspirations, que sont nos différentes branches professionnelles, le fruit de nos efforts. Mais toujours autour de ce tronc commun. Et cette fois, nous l'avions notre horizon. Nous l'avions notre imaginaire embarquant. Parce que, entre nous, qui n'aime pas une forêt ? Qui n'aime pas un arbre ? Est-ce qu'il y a une personne dans cette salle qui n'aime pas un arbre ? J'espère qu'un jour tu changeras de réponse. Parce que, à titre personnel, j'ai un lien avec un arbre et je pense que nous sommes nombreux à avoir des liens avec les arbres. Mais une fois qu'on avait l'horizon, il nous fallait la méthode. Parce que dans les années 20, la grande question, c'était de savoir comment est-ce qu'on pourrait concilier fin du monde et fin du mois. Et à Marseille, ça posait des questions qui étaient extrêmement pragmatiques. Sur les enjeux de fin du monde, dans une mégalopole comme Marseille, comment est-ce qu'on approvisionne l'eau ? Comment est-ce qu'on approvisionne l'énergie ? Comment est-ce qu'on approvisionne l'alimentation ? Ça, c'est les enjeux de fin du monde. Et en même temps, il faut répondre avec dignité à toutes nos aspirations individuelles qui sont sur des trajectoires multiples et infinies. Alors, il faudrait recoudre ces échelles, du moi au nous et du nous au tout. Et pour commencer, on a créé un atelier qui s'appelle l'atelier de l'arbre et qui nous invite à faire le point sur notre écologie intérieure, dans notre tête, dans notre cœur et dans notre corps. L'image de l'arbre, elle nous a été inspirée par une philosophe qui s'appelle Simone Weil et qui, en 1943, au moment où les nazis étaient encore en train de dominer l'Europe, a écrit un livre qui a été considéré comme Albert Camus comme étant un des plus hauts qui était écrit sur la civilisation et qui s'appelait l'enracinement. Et elle disait que l'enracinement, c'était le besoin fondamental, le plus essentiel pour nos âmes.
Alors on s'est posé la question de savoir si on pouvait utiliser l'image de l'arbre pour pouvoir nous aussi nous enraciner. Et la sève, c'est mon niveau d'énergie. Tout à l'heure on riait, là je suis dans une énergie qui est plus profonde, et vous aussi vous avez votre niveau d'énergie du jour. Les racines, c'est mon milieu. Et en marin, je suis arrivé ici à Marseille il y a 4 ans, où j'ai trouvé mon port d'attache. Le tronc, c'est la manière de subvenir à nos besoins. Et ici, à Marseille, ce qui est fantastique, c'est qu'on peut vivre dans un monde qui n'est pas parallèle, mais alternatif. Notamment en colocation solidaire, où je suis ici même venu faire des ateliers avec des jeunes au Théâtre de l'Œuvre. Et en échange, avec la FEV, on avait la possibilité de pouvoir avoir un logement qui coûtait beaucoup moins cher. On peut aussi répondre à ses besoins avec le supermarché du Super Cafouche, qui est une coopérative où en échange d'un petit peu de son temps par semaine, eh bien, ou même par mois, 3 heures par mois, on peut avoir à manger moins cher. Et c'est ainsi tout un réseau qui s'entremaille et qui propose, par un gigantesque lien de troc, de pouvoir vivre dignement. L'écorce, c'est ce dont je me protège. Et dans une ville bruyante et parfois violente comme Marseille, il y a des raisons de se protéger toute la journée. Les graines, ce sont mes rêves. Et des rêves, dans les années 2020, j'en avais plein la tête. Je voulais devenir poète, écrivain, et faire pousser avec vous ce monde qui vient. Et ce qu'il y a de beau avec cet atelier de l'arbre, c'est que, à mesure que je me livre, vous vous livrez aussi. Et vous aussi, vous présentez ce dont vous avez vraiment besoin et ce à quoi vous aspirez réellement. Et puis comme cette image universelle est universelle, on a pu l'étendre partout. Et on est remonté comme ça dans les quartiers, tout au nord, tout au sud, tout à l'est, pour identifier ce à quoi les Marseillaises et les Marseillais aspiraient vraiment. Et ensuite, on a pu commencer à se mailler, à pouvoir collaborer ensemble dans ce grand réseau de forêts que nous étions en train de créer. Et pour identifier quelles étaient les bonnes pratiques, eh bien, nous avions une émission de radio toutes les semaines qui venait donner la parole aux acteurs et aux actrices de transition écologique et sociale, qui montraient qu'un autre monde était possible, une nouvelle cité était possible. Par exemple, le 2 octobre 2024, c'est la Cité des Possibles qui est venue à la radio témoigner de ce qu'elle faisait. Et ainsi, c'était une centaine de structures qui venaient présenter ce qu'elles faisaient. Mais jusque-là, on avait répondu à la première partie de la question. Celle du passage du moi vers le nous, du Marseillais ou de la Marseillaise vers la ville de Marseille. Mais encore nous fallait-il passer du nous vers le tout, c'est-à-dire du moment où Marseille collabore avec les villes qui habitent autour, qui sont autour, pardon. Parce qu'il y aurait toujours ces enjeux d'alimentation, d'eau, d'énergie. Et donc, si nous voulions vraiment une transformation organique, il nous fallait que Marseille collabore avec ses voisines. Et ce qu'il y a de bien avec l'image de l'arbre, c'est que comme elle est universelle, elle a pu se répandre. Si le changement ne pouvait pas venir par là-haut, si jamais les libéraux et l'extrême droite décidaient d'avoir une toute autre politique, alors ça serait à nous de faire pousser ce monde-là. Et nous jetterions comme ça nos graines dans les failles du béton et du système. On prendrait la forêt, comme jadis on prenait le maquis. Sauf que cette fois, nous n'avions pas d'armes, uniquement des arbres pour faire pousser ce nouveau monde qui vient. Et puis, nous ne faisions peur à personne. La droite n'avait pas peur d'un arbre, et elle n'avait pas peur de l'enracinement non plus. Et donc, comme ça, nous avons pu grandir. Et on peut toujours faire couper des arbres ou faire brûler quelques-uns, mais on ne peut pas couper une forêt entière. Et donc, nous avions une image qui était absolument universelle et facile à comprendre pour parler d'un enjeu qui est immensément complexe, qui est celui de la redirection écologique. Comment est-ce qu'on arrive à concilier fin du monde et fin du mois? Nous avions un outil pour identifier les aspirations, les besoins, les trajectoires multiples qui font la société que nous sommes. Et donc, nous avons eu des forêts à Arles, à Aubagne, à Allot, à Toulon, à Nîmes, et nous avons pu comme ça grandir au-delà de la région sud et même au-delà de la France. Et donc, Marseille entretenait des nouvelles relations géopolitiques avec les autres forêts. Les forêts qui se trouvaient notamment tout le long du fleuve de la Durance pour ce qui concerne l'eau, ou les différentes forêts qui étaient du côté du bassin des étangs de Berre et des fosses sur mer pour ce qui concernait les échanges en énergie. Mais nous restions des humains. Il nous fallait encore avoir
une organisation politique pour discuter de cette nouvelle façon de faire société, qui était complètement décentralisée, mais en tant que citoyens, citoyennes, nous voulions toujours avoir la voix au chapitre. Et ce qui est bien avec l'image de l'arbre, c'est qu'encore une fois, elle recèle de trésors pour nous permettre de faire ça. Pourquoi ? Parce que dans toutes les civilisations, dans tous les imaginaires, l'arbre est une image centrale pour parler des affaires de la cité. Il y a les arbres à palabre dans les civilisations africaines. Il y a les arbres dans le livre Ecotopia, qui est une science-fiction écologiste américaine. On retrouve l'arbre même dans la Bible. Et donc, nous nous réunissions sous un gigantesque arbre à palabre pour discuter de ce que nous voulions être. Et en 2024, cet arbre à palabre existait déjà. Il s'appelait l'arbre des imaginaires. À l'époque, c'était une grande encyclopédie de transition écologique qui mettait en lien et en cohérence des milliers de travaux, des pistes de solutions, des œuvres d'art autour de cette allégorie de l'arbre, avec les racines que sont les grands modèles politiques, économiques, juridiques, qui permettent de pouvoir nous enraciner profondément pour continuer à vivre. Le tronc, c'était les grandes activités humaines et la biodiversité. Quels sont les impacts de nos activités sur la biodiversité ? Comment réduire ces impacts ? Comment continuer à vivre ? L'écorce, c'était la manière de nous protéger contre le greenwashing, contre les actes écocidaires. La sève, c'était notre énergie collective battante qui voulions continuer à battre et exister. Et les fruits, c'était nos projets multiples et variés. Et cet arbre, il a continué à grandir et à pousser. Et à vous proposer de discuter de ce que nous voulions être autour de ces arbres à palabres, gigantesques agora de démocratie participative continue, où on venait discuter de l'avenir de ce que nous sommes. C'est une belle histoire, non ? Pourtant, tout à l'heure, je vous disais que je ne savais pas, moi, à quoi ressemblerait 2050. Je vous disais que je ne savais pas si ça serait glorieux, mais en réalité, je ne sais pas si c'est glorieux parce que nous ne sommes pas en 2050. Nous sommes en 2024. Et donc, tout est encore possible. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce nom commun. Si c'est possible, c'est que c'est à vous, à nous, de faire pousser cet arbre à palabre. Et si il y a ici un petit dessin qui a été fait par Alexia, c'est que nous allons vous proposer une expérience inédite. Il faut pousser un tout petit peu la table derrière nous. Et nous allons constituer cet arbre palabre collectif où nous allons ensemble dire le tronc commun de ce que nous voulons être et représenter la société que nous voulons pour demain. Et donc à partir de maintenant, je vais vous inviter à fermer toutes et tous les yeux et à vous projeter. Nous sommes en 2050 et nous avons gagné. J'aimerais d'abord que vous commenciez par ça. Nous avons gagné. Ressentez le sentiment que ça provoque. Nous avons gagné, je le répète, nous avons gagné. J'aimerais que vous fassiez attention aux couleurs. J'aimerais que vous fassiez attention aux senteurs. J'aimerais que vous fassiez attention au goût. J'aimerais que vous fassiez attention à ce que vous entendez. Nous avons gagné. Imprégnez-vous de ce sentiment-là. Comme nous avons gagné, nous sommes heureux et heureuses. Et nous avons envie de le célébrer avec celles et ceux qui nous entourent. Et donc, je vous invite à prendre un vélo et avec ce vélo, à descendre sur le Vieux-Port, comme la Vélorussion qui a eu lieu le 4 octobre 2024 à l'époque. Et puis avec votre vélo, vous allez ensuite longer la mer avant de remonter sur les collines et de regarder le coucher du soleil là où avant Marcel Pagnol s'émerveillait sur la ville de Marseille. J'aimerais que vous ayez une représentation de ce que c'est. Et cette représentation, nous allons en faire un conte collectif. Donc quand vous l'avez dans votre tête, dans votre cœur, et que vous le sentez aussi dans votre corps, je vais vous inviter progressivement à réouvrir les yeux. Et j'espère que vous n'êtes pas endormis. Et vous allez partager ça pendant 2 minutes avec votre voisin ou votre voisine. Et ensuite, nous allons commencer un conte. Et donc l'enjeu, c'est que nous allons faire passer les micros dans la salle et vous allez faire une phrase. Et la personne qui prendra le micro suivant continuera le conte avec sa phrase à elle. Et pendant ce temps-là, nous prendrons vos mots et nous les écrirons dans cet arbre à palabre que nous allons vous représenter. Ça vous va ? Trop bien.
Eh bien, je vous laisse 2 minutes pour pouvoir parler de ce que vous avez ressenti, de ce que vous avez vu avec votre voisin, avec votre voisine. Et ensuite, on va arriver avec les micros. On a le temps. C'est bon d'avoir gagné, hein. C'est bon, n'est-ce pas, d'avoir gagné? Bah, on a gagné en 2050. Je vais faire un petit chapeau avec mes mains, même si je ne peux pas faire avec ma deuxième main. Un petit chapeau. Je récupère le silence. Merci pour votre grande attention, parce que maintenant, c'est une œuvre collective que nous allons faire ensemble. Et donc, je vais laisser ce micro et cesser de parler. Et donc, aux plus courageuses et aux plus courageux, le plus dur, c'est d'être la toute première personne qui prend le micro. Et je vous invite à dire une phrase qui commence par, non pas par « il était une fois », mais « en 2050, nous avons gagné et ». Et ensuite, on va construire ce récit. Et donc, les micros vont se balader dans la salle pendant que moi, je vais écrire au milieu. Et s'il y en a quelques-uns, quelques-unes qui veulent aussi écrire des mots, 3 personnes max sur la scène, mais vous pouvez venir écrire des mots dans l'arbre. Alors, vous m'entendez là? Oui. En 2050, nous avons gagné la piétonisation de la corniche. Allez, on y va. Là, il y a un qui sont prêts là. Non? Ah, pardon. Allô? Ouais. En 2050, nous avons gagné et les gens qui se croisent dans la rue savent qu'ils font partie d'un tout. Faut pas refaire par nous avons gagné. En 2050, nous avons gagné une ville avec un air propre à respirer et donc sans pollution et voilà, donc très différent de ce qu'on a à l'heure actuelle. Et il y a plein de petits oiseaux qui font cui 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 partout. Tu veux parler? En 2050, nous avons gagné des arbres dans toutes les rues de Marseille. En 2050, au milieu de tous ces arbres, notamment sur la Canebière et sur sa grande étendue d'herbe, au milieu des tables de pique-nique, les gens font des jeux de société, et principalement des SOS Ouistiti. En 2050, on ralentit et on prend le temps de discuter avec ses voisins. En 2050, il y a un petit truc en plus qui fait que les gens sont en paix à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. En 2050, on voit les enfants dans la rue qui peuvent marcher et se promener en liberté. En 2050, moi je regarde la mer, il n'y a plus de grands bateaux croisiéristes devant moi, il n'y a même pas trop de bateaux moteurs, il y a beaucoup de voiliers et des radeaux comme dans la bascule. En 2050, la ville est calme et rien ne roule à plus de 30 km/h.
En 2050, on a gagné. Il fait quand même très chaud. Mais on a gagné le droit de s'adapter. Il y a plein de choses qui sont mises en place pour avoir de la fraîcheur. Donc on a des draps qui sont tendus au-dessus des endroits qui ne sont pas arborés. On a plus de bitume qui nous renvoie autant de chaleur qu'avant. Donc il fait chaud, mais on a de la fraîcheur. En 2050, nous sommes débarrassés de nos démocraties bananières. En 2050, le bruit des moteurs s'est arrêté. On arrive à entendre les arbres, les oiseaux. Et c'est très agréable. En 2050, la couleur verte domine dans nos cœurs, dans nos yeux. Entre chaque petit bout de béton qui reste, il y a des brins d'herbe qui vont comme une herbe folle. Et en fait, c'est le chaos vert autour de nous. En 2050, on aura remis au goût du jour des techniques anciennes, j'ose pas dire ancestrales, qui marchent très bien, comme par exemple le puits provençal, que les Canadiens pratiquent aussi et qui s'appelle le puits canadien, et qui marche très bien, mieux que la clim, enfin aussi bien que la clim en tout cas. Moi, je restais dans le vert, les murs tout verts, donc le béton de moins en moins, mais végétalisé éventuellement. En 2050, on aura arrêté l'exploitation animale et du coup, on en aura profité pour réinventer toutes les recettes qui sont traditionnelles. Et en fait, on aura réinventé une tradition qui pourra prendre en compte tout le vivant et plus de monde. En 2050, à 80 ans, on se baladera pieds nus dans la terre battue, sous des pins parasols comme dans le sud de l'Italie, avec cette odeur agréable d'essence, et prêt à aller sur le chemin de composteur, rendre à la nature notre phosphore et dans un climat apaisé et joyeux. Oui, voilà, c'était un rêve copain. On va pouvoir être musée et en fait, on peut mourir tranquillement à 80 ans. En 2050, l'individualisme n'aura plus lieu d'être et en fait, il n'y aura que du partage et de la solidarité qui domineront. En 2050, toutes les classes sociales seront impliquées et intégrées à la lutte pour un monde plus respectueux de la nature. En 2050, il n'y aura plus de palais brognards. Palais brognard, c'est ça? Plus de bourse. En 2050, on saura tout recycler, même notre pipi. En 2050, il n'y a plus de trottoir. Tout est rue, non. Tout est champ, le champ des possibles. En 2050, toutes les rues de la ville seront perpétuellement propres. Les déchets seront ramassés régulièrement et traités. On pourra manger sur le sol si on veut. En 2050, un petit air joyeux de musique parcourt toute la ville et tout le monde est content partout. En 2050, il sera légitime que la mairie sanctionne les incivilités environnementales pour financer les services publics pour tous. En 2050, on n'entendra plus parler tous les jours de violence et de rapports de domination et l'égalité prendra toute sa place. En 2050, on aura gagné la reconnaissance des biens communs et de leur protection. En 2050, il y aura des cantines publiques, végétales, ouvertes toute la journée, à bas prix, pour nourrir matin, midi et soir ceux qui en ont besoin. En 2050, il y aura des bibliothèques où on partagera les appareils électroménagers et ce sera gratuit.
En 2050, on aura accroché les technocrates aux branches de nos arbres. Ça y est, ça commence à devenir chaud là. En 2050, l'éducation des enfants ne dépendra pas juste de 2 personnes, mais sera partagée par toute la société parce qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. Toi, t'as une idée, toi Attends, laisse-moi réfléchir. J'en ai trop d'idées. T'as trop d'idées, toi. En 2050, plus personne ne sera éloigné du système de santé et tout le monde pourra se soigner de manière facile. En 2050, le monde sera plus vert, mais aussi la mer sera plus bleue. On aura des herbiers de Posidonie en pleine forme, des habitats coralligènes avec plein de poissons et d'espèces très belles à voir sous l'eau. En 2050, chaque enfant se verra offrir un vélo le jour de ses 6 ans, payé par l'État. En 2050, il y aura dans tout Marseille 300 centres d'éducation populaire qui seront en réseau, où chacun pourra aller. Ça aura remplacé l'université, en fait. Et les enseignants, tout le monde se mélangera. Les enseignants, les enseignés, on pourra changer de rôle et partager la culture globalement. En 2050, les 3 fenêtres seront devenues des habitats partagés. En 2050, il y aura des écoles de la solidarité. En 2050, il n'y aura plus de barrières. En 2050, il n'y aura plus de frontières, même. En 2050, tout le monde pourra se payer un logement décent. Il n'y aura plus de Airbnb. Il y aura quelques touristes qui sont prêts à venir à Marseille, pas que pour le soleil, mais pour connaître un peu la ville et rester un petit peu partagés avec les habitants. En 2050, l'eau potable ne sera plus tirée à la chasse. En 2050, à l'école, on apprendra le bonheur. En 2050, moi et beaucoup de gens de la ville ne se réveilleront plus en se demandant si leur famille à double nationalité pourra échapper aux bombes. Allez, je prends la parole. Alors, en 2050, les animaux auront repris possession de la ville et vivront en symbiose avec les humains. Les animaux non humains. Oui, ils vont naître des animaux. En 2050, il n'y aura plus du tout de religion, il n'y aura qu'une seule religion, la nature. En 2050, il y aura de la place pour toutes les foi qui peuvent nourrir tous les engagements au service du bien commun. En 2050, à Marseille comme partout en France, il y aura aussi beaucoup d'exilés. Et il y aura des structures et des opportunités qui auront été pensées exprès pour eux, pour des gens qui ont dû fuir leur pays pour plein de raisons, notamment climatiques. En 2050, le mot féminicide, il n'aura plus aucun sens parce que ça n'arrivera plus.
En 2050, on s'inquiétera de savoir ce qui se passe en dehors de Marseille pour continuer s'il y a besoin. En 2050, le mot handicap n'existera plus puisque tout le monde sera comme les autres. En 2050, le modèle carcéral des prisons n'existera plus et ce sera de la justice restaurative qui sera mise en place et ça marchera trop bien. En 2050, l'OM sera champion de France de pelote basque. Okay. En 2050, on aura aboli les forces de l'ordre. Enfin, je pense, peut-être. En 2050, Patrick Pouyanné tiendra une épicerie bio. En 2050, les écarts salariaux entre le chef d'entreprise et le plus bas salaire ne dépassera pas 1 x 5, x 3, x 1,1. En 2050, le mérite ne sera pas une valeur. En 2050, l'intégralité de notre électricité sera décarbonée. En 2050, les poubelles de la ville de Marseille ne déborderont plus. En 2050, il n'y aura même pas plus besoin de poubelles en fait. En 2050, le maître mot sera la coopération. En 2050, la semaine de 3 jours permettra à tout le monde d'avoir un pass culture beaucoup plus performant. En 2050, on a gagné et il n'y a plus de plastique du tout, on n'en produit plus. Alors en 2050, il y aura un symbole un peu triste, c'est l'immeuble de la CGM en ruine, parce que battu par les vents, les pieds dans l'eau, il sera le symbole du monde passé, et on gardera ça en mémoire, comme quoi il ne faut pas retourner sur ce chemin-là. En 2050, il n'y aura plus de plastique, mais il n'y aura plus de publicité non plus. En 2050, il n'y aura plus Internet, les gens se parleront, se regarderont et on sentira beaucoup plus de bonheur partout. En 2050, nous irons ramasser nos fruits à Belzunce. En 2050, la forêt bleue, la forêt primaire qui s'étend de l'est à l'ouest de Marseille en passant par les quartiers nord, aura 20 ans déjà. En 2050, on ne se demandera plus s'il y a des amitiés hommes-femmes et si on peut partir en vacances avec des amis d'un autre sexe, parce qu'on sera un tout au milieu des êtres humains et c'est la seule question qu'on se posera.
En 2050, on aura gagné des bus aquatiques qui relieront Martigues au Vieux-Port. En 2050, il y aura plus d'arbres que de rats à Marseille. En 2050, les décisions seront prises avec les citoyens par des votations, des assemblées citoyennes, ce genre de processus. En 2050, la gouvernance participative et citoyenne gouvernera la ville. En 2050, la ville pourra contrôler ce qui est vendu dans les supermarchés et surtout les emballages. En 2050, on a gagné et tous les 2 arbres, il y aura un hamac possible pour l'accrocher. En 2050, on se formera tout au long de notre vie. On aura plusieurs métiers à la suite et voire même en même temps. Et comme ça, on pourra faire des métiers manuels et des métiers intellectuels si on veut. En fait, on pourra faire ce qu'on veut et répartir notre temps comme on veut. En 2050, on aura mis en place toutes les actions à notre échelle possibles et imaginables pour atteindre les recommandations du GIEC. Enfin, il y aura des actions concrètes qui auront été mises en place. En 2050, en fait, on ne travaillera plus. Le mot travail, il n'aura pas vraiment de sens. En fait, on participera aux tâches collectives selon nos envies, selon les besoins, selon nos envies, nos motivations. Un peu comme chez Alternativa, d'ailleurs. Et puis, j'ai aussi une autre vision. En 2050, il n'y aura plus de bateaux privés dans le port de Marseille. En fait, vu qu'il y aura eu une redistribution des richesses, il n'y aura plus que des bateaux collectifs, en fait, qu'on pourra utiliser selon une organisation, avec un planning, voilà. Donc, en fait, tout le monde saura faire du bateau à Marseille. En 2050, les riches auront disparu. Avec les technocrates. Les pauvres aussi. Oui, bien, bravo. En 2050, chacun saura définir la dette climatique pour se lier individuellement au tout.
On a parlé d'une forêt possible pour faire une cité-forêt. On espère que la bascule arrivera avant le 28 avril 2028. On espère qu'elle arrivera dès le 5 octobre 2024. Et vous nous avez vu écrire sur cet arbre, peut-être que vous ne le voyez pas, et en fait on va le relever avec Lola pour vous montrer l'arbre à palabre que vous avez constitué ensemble. Et donc vous avez une pluralité de propositions avec un tronc commun qui nous rassemble et puis ensuite plein de racines, de branches qui forment un tout. Et ce à quoi on aspire, c'est de pouvoir donc proposer des agoras sur lesquels on se retrouve comme ça et qu'on puisse présenter de façon poétique ce qui est éminemment politique et philosophique. Et je vous en remercie. Et donc maintenant que cette partie de conférence est terminée, vous pouvez continuer à avoir les micros qui vont tourner dans la salle si vous avez des questions, parce qu'il y a eu 3 conférences successives qui ont été présentées par Wolfgang, par Jessica et par moi-même. Et donc si vous voulez rebondir, poser des questions, faire des suggestions, n'hésitez pas. Je ne sais pas quelle heure il est, je n'ai pas mon téléphone avec moi. Il reste 30 minutes, et donc nous avons 30 minutes d'échange avec la salle. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Parce sûr. que vu cette séance, moi, elle m'a inspiré beaucoup. Je pense que ce serait bien que s'il y a des personnes qui veulent être prises en photo avec l'arbre, ça pourrait être vraiment sympa, peut-être par petits groupes ou quoi, les 5-10 dernières minutes peut-être. Alors oui, merci. Je précise qu'il y a un temps donc, de clôture qui sera demain, à 17h dans l'auditorium de la Grotte Cosquer. Et moi, j'aimerais beaucoup qu'on affiche à la Grotte Cosquer ça pour montrer aux élus aussi qui seront présents. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Oui, c'est Pierre, il est là-bas. C'était une question à Monsieur Wolfgang Kramer concernant les 3 piliers de la science que sont la neutralité, l'objectivité et l'impartialité. Est-ce que vous pourriez nous donner votre avis concernant la neutralité, s'il vous plaît? Oui, merci pour la question. Effectivement, c'est un débat. Et une peut-être réponse un peu bête, mais avec laquelle je sympathise, c'est qu'on ne pose jamais la question à un cancérologue, par exemple. Est-ce que tu es pour ou contre les cancers? Est-ce que tu es pour ou contre que tes patients soient soignés grâce aux résultats de ton travail? C'est complètement clair pour lui que l'engagement scientifique pour avancer dans la médecine et des maladies, par rapport aux maladies de ses patients, que ça lui préoccupe. Et donc l'idée que les scientifiques sont complètement neutres et carrément désengagés, je l'ai porté assez longtemps moi-même, parce que je croyais que c'était le jeu. Je croyais que le respect dans le dialogue avec les politiques que j'ai évoqué au début, le demandait que les politiques allaient m'écouter seulement si je faisais un discours complètement désengagé. Mais c'est complètement, je dirais presque c'est con de réfléchir dans ce sens-là. Je le regrette dans un sens et je crois que non seulement nous sommes tous citoyens aussi, c'est clair, mais aussi nous avons une obligation, je pense, face à la société, de partager les informations de la façon la plus claire et la plus efficace possible. Je ne suis pas seul à avoir cette réflexion. Il y a des rapports des personnes beaucoup plus compétentes en éthique et en réflexion, épistémologie aussi que moi, qui sont penchés là-dessus. Et l'établissement pour lequel je travaille, le CNAS,
un comité éthique qui a donné un avis très clair là-dessus, que non seulement nous sommes encouragés à nous exprimer sur l'implication de nos recherches sur l'avenir, mais même, et ça peut peut-être choquer certaines, c'est OK de partir, d'aller plus loin que dans sa propre domaine scientifique. Par exemple, moi, ma propre domaine, on pourrait dire, c'est l'écologie, mais je suis tout à fait encouragé par le CNRS et par d'autres établissements de recherche en France, pareil, de parler d'autres domaines scientifiques à condition que je peux sourcer mes informations. Je peux dire pourquoi je suis arrivé à telle et telle conclusion. Donc, après, ceux qui participent à des actions de désobéissance civile non violente, par exemple, là, il y a toute une gamme de volonté de s'engager. Certains sont plus forts que d'autres, ou certains préfèrent rester dans l'information. Mais l'engagement, je crois, l'engagement, il est en train de se généraliser parmi les chercheurs qui travaillent sur la dégradation de l'environnement, et je suis très heureux de ça. J'ai envie juste d'un tout petit rebond. Est-ce que l'activisme neutre peut exister, du coup, dans ce cadre? Ce n'est pas une question que je me pose, très sincèrement. On peut me le poser, mais j'aurais du mal à dire qu'est-ce que c'est un activisme neutre. Moi aussi, mais j'ai entendu quelqu'un l'utiliser. Oui. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et là je cite Camille Etienne, que peut-être certains d'entre vous ont entendu parler ou lu son livre, que l'activisme, ce n'est pas quelque chose qui se professionnalise, dans lequel on a un but et un indicateur. On ne peut pas faire l'activisme d'une façon productiviste. Je m'engage le samedi matin entre 9 et 11 heures et après je réclame que tel et tel résultat est obtenu. Souvent dans l'activisme, on n'a pas de mesure sur l'impact de ce qu'on fait. Parfois c'est complètement raté. Parfois on réalise qu'on a participé à quelque chose qui est devenu très grand, comme c'était le cas avec Greta Thunberg et d'autres. C'est difficile à mesurer, mais souvent l'activisme il sort de l'intérieur, il sort d'un besoin plutôt que d'un engagement mesuré, qualifié, prémédité en dernier détail. Merci. Je prends la suite. Marin, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment vous avez placé les idées sur l'arbre? Est-ce qu'il y a une... Alors, là, il a fallu qu'on le fasse en temps direct. Bien sûr. Donc, elles ne sont pas peut-être toutes réparties là où elles devraient l'être. En revanche, il y a un site qui s'appelle l'Arbre des Imaginaires, qui est un wiki en ligne de refondation écologique et sociale, avec une allégorie complète. Et donc ce site, il existe depuis 2020. Et l'enjeu, c'était de pouvoir proposer des imaginaires alternatifs, sachant que tout est connecté. Enfin, je ne vous apprends rien, hein. Dès qu'on commence à toucher un sujet, on se rend compte qu'il y a toujours des sujets analogues qui forment une grande arborescence. Et donc, si tu veux que je présente l'allégorie dans sa totalité sur ce site, la sève, c'est les questions d'énergie de vie. Donc, c'est comment on se porte aujourd'hui. Les racines, c'est les grands modèles politiques, économiques, juridiques qui vont permettre à la société de pouvoir bien s'enraciner et de pouvoir résister aux tempêtes. Le tronc, ça va être ce qui va permettre à l'arbre d'être équilibré. Et donc, ça va être nos activités humaines avec la santé, le logement, le textile, le transport, l'alimentation. Et leur impact sur la biodiversité, la façon de réduire ces impacts, et après la biodiversité, parce que nous sommes complètement dépendants de celle-ci. L'écorce, c'est ce qui nous permet de nous protéger contre les actes de greenwashing ou contre les climato-scepticismes, où récemment j'ai appris le climato-baléquisme. Je ne connaissais pas encore ça. Mais bon, donc voilà, c'est une manière de se protéger. Ensuite, les graines, c'est les concepts à faire émerger dans nos imaginaires qui sont aujourd'hui des concepts un peu minoritaires, là où les herbes folles sont des concepts à réinterroger. Et après, les fruits, c'est les projets concrets qu'on peut mener. Les fleurs, c'est des œuvres d'art qui nous inspirent dans nos imaginaires du futur. Et les feuilles, c'est des gens avec qui on va pouvoir faire photosynthèse. Et donc avec qui on va pouvoir s'associer. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette image de l'arbre, derrière, elle peut s'appliquer à toutes les échelles. Donc ce matin, là, j'étais au Grand Jeu des Possibles à la Friche,
Et cette allégorie-là, je vous l'ai présentée à l'échelle de la société, mais en fait, elle vaut aussi pour nous. Donc la racine, c'est là d'où je viens, le tronc, c'est comment je mène une vie équilibrée, l'écorce, c'est dont je me protège au quotidien, ma sève, c'est mon niveau d'énergie. Et en fait, ça marche super bien. C'est assez bluffant parce que c'est à la fois poétique et en même temps, c'est vachement mathématique. C'est comme si ça tenait toute la complexité dans une image simple. Et jeudi, là, il y avait Arthur Keller qui venait nous parler de comment on transforme des humains et comment est-ce qu'on arrive à proposer une image qui permet d'embrasser la complexité de ce qui est systémique. Et quand on pense à une forêt, c'est profondément quelque chose de systémique. Et c'est accessible à tout le monde, quoi. Donc je trouve ça hyper inspirant de se questionner sur ce sur quoi ça peut nous inviter à réfléchir pour construire des sociétés résilientes demain. Voilà. Ok. Du coup, moi, désolée, je reviens encore un petit peu sur les sujets qui étaient abordés juste avant de passer sur ces questions-là. Et donc, ma question, elle est plutôt pour Wolfgang et Jessica. Et donc, Marin, je ne sais pas trop si vous êtes concernés. Il y a beaucoup de répression de l'activisme en ce moment en France, avec des ministres qui traitent les activistes d'éco-terroristes, des fichiers S qui se retrouvent là parce que ils ont fait de la désobéissance civile. Vous avez l'air de travailler dans des institutions. Dans quelle mesure est-ce que vous avez peur, par exemple, de perdre votre boulot à cause de votre engagement, ou dans quelle mesure vous êtes limité dans votre engagement par vos responsabilités professionnelles? Merci pour cette question, parce que c'est vrai que ça fait 7 ans maintenant que je travaille pour le gouvernement. Et c'est vrai que même quand j'ai écrit mon livre, La Bascule, c'est quand même un livre très engagé, je me suis posé des questions. On m'a dit, tu ne devrais pas garder ton nom parce que tu as le devoir de réserve. Et en fait, moi, j'ai parlé juste d'écologie. C'est vrai que c'est un roman engagé parce qu'il y a le 8e tentacule, parce qu'il y a 8 tentacules, je ne vous ai pas tous donné, mais il y a le 8e tentacule qui est le tentacule le plus violent, on va dire. Parce que dans toutes les bascules, il y a un côté aussi où il y a des personnes qui sont dans une blessure sur ce monde, qui ne peuvent pas rester calmes devant ce qui se passe. En fait, on n'est pas tous égaux. D'ailleurs, en Martinique, en ce moment, on est sur un volcan social et humain. Et en fait, quand on raconte des histoires, c'est aussi qu'on est sur des peuples qui ont... En fait, il ne reste plus que les mots, parce qu'il n'y a pas d'ancrage. Tu vois, on parle de l'arbre, mais quand on a été désancré d'un territoire pour se faire... Enfin, là, on a exterminé carrément les Arawaks, les Kalinas. Donc finalement, il n'y a pas d'ancrage, il n'y a plus que les mots qui restent. Donc moi, en tant que scientifique, je me dis, je ne peux pas continuer à me taire, j'ai besoin d'écrire. Et en effet, parce que j'ai besoin d'écrire des choses, parce que quand je suis avec les politiques et je dois rester chargée de mission au patrimoine naturel, et souvent, je cite tout ce que mon ministère cite, et je cite Emmanuel Macron, je fais exprès de citer, et on m'a dit, non mais Jessica, attention, tu te radicalises, t'es trop écolo, t'es trop si. Je fais, mais non, mais je cite juste ce que mon ministère me demande, sauf que j'y crois en fait. C'est tout, c'est que j'ai envie de le porter. Et en fait, oui, il y a des pressions. Et en fait, on sent qu'il y a des pressions quand même, parce que là encore, la semaine dernière, on était avec d'autres acteurs. Il y a un mal-être, en tout cas, des personnes qui travaillent dans les institutions, peut-être moins libres que dans la recherche, le CNRS, mais nous, en plus, il y a de la précarité dans les contrats. Il n'y a pas tout le monde qui est fonctionnaire. On est dans des CDD successifs. Et en effet, il y a quand même des personnes qui ont un mal-être profond. Enfin, en tout cas, moi, je me rends compte depuis que je travaille en institution, c'est même pire qu'en bureau d'études, alors que j'étais dans le privé avant, où je trouve qu'on nous balance ce devoir de réserve, on ne sait plus si on a le droit de partager ou pas, alors qu'on vit une crise au quotidien. Parce que quand on est sous l'eau et qu'on voit que les coraux ils disparaissent, quand on voit que les poissons, du coup, disparaissent, parce que tout est lié, en fait, c'est la population qui va se retrouver dans une difficulté encore plus, alors qu'on a déjà des blessures à penser qui n'ont pas été pensées. Donc je trouve que c'est violent. Et le seul message qui est passé par les écologues, c'est que nous n'existons que par les liens que nous tissons. En fait, c'est ça. Nous n'existons pas sans ça. D'ailleurs, nous n'existons pas parce que nous, est-ce qu'on existe? Bon, il y en a certains, ils sont plusieurs dans leur tête, mais en vrai, on n'est que des flacasses d'eau. On est 50% d'eau et le reste, on est un écosystème complet. Là, on croit qu'on est 50 dans la pièce, mais en fait, on est des milliards parce qu'on a des bactéries. En fait, on porte un écosystème. Est-ce que l'humain existe? En fait, on est un assemblage. Mais sans ces espèces-là, on n'existe pas. Nous n'existons que par les liens que nous tissons. Et ça vaut pour l'humain aussi. C'est-à-dire que nous, dans les sciences, on nous a, pendant des siècles, c'est pareil, on a travaillé sur la compétence, sur la compétition. Mais en fait, le lien
de faire le lien, il existe, puisqu'on voit les racines qui se parlent entre elles, on voit que les arbres ils communiquent avec les... Enfin, tout communique ensemble, et en fait, nous n'existons pas en tant qu'espèce, alors qu'on nous a fait des cases. Et en tant qu'écologue, c'est important d'exprimer que nous n'existons que par les liens que nous tissons. Et ça, c'est même pas du militantisme, c'est juste que dire que notre société, elle a été conçue en mettant tout le monde dans des cases de couleurs, par exemple. Voilà, on est aux Antilles, le noir, le blanc, voilà, le riche, le pauvre. Enfin, on est tous dans des cases, mais en fait, ça n'existe pas dans l'écologie, ces cases, parce que nous-mêmes, nous n'existons pas en tant qu'humains. Nous sommes un écosystème complexe. Et c'est fascinant, le corail, par exemple, c'est l'animal et le végétal en alliance. Tu te dis, c'est pas possible. En fait, c'est une alliance de l'animal et du végétal. Donc, et le soleil, il a besoin de nourrir le végétal. Le soleil, l'ombre, l'arbre, enfin, tout est lié. Et c'est un peu ça le message, mais c'est vrai qu'il y en a qui ne veulent pas l'entendre. C'est quand même militant de dire quelque chose de réel, quoi. Alors là, on s'approche de la fin. Je ne sais pas si on veut faire quelques photos ou quoi. On prend encore peut-être deux questions. Il y en avait une ici et une là. Et c'est bon ? Vas-y. Je voudrais demander à Jessica si elle avait une suite de prévues à la bascule ou s'il y avait d'autres projets d'écriture en cours. Justement, j'écris le 8e tentacule, qui est justement sur le côté activiste, parce que voilà, moi aussi j'ai été très touchée par les propos de Darmanin sur l'écoterrorisme. On voit qu'il y a des personnes en prison en ce moment, qu'en Angleterre, là, il y a des activistes qui se sont retrouvés à faire de la prison ferme. Donc là, je travaille vraiment sur ce tentacule-là pour montrer qu'en fait, ben voilà, dans ce tentacule-là, c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont utiliser la colère, la violence, mais par exemple, là, quand on voit les panneaux solaires qui poussent à la place des forêts, c'est vrai qu'on peut comprendre qu'il y a des personnes qui vont jusqu'à bloquer les projets. Enfin, je veux dire, après, c'est vrai que quand on travaille pour l'État, il y a le devoir de réserve et tout ça, mais en même temps, le contre-pouvoir, il est nécessaire en tout. Et ce 8e tentacule, c'est la suite de la bascule, ça va être lié, et c'est le prochain livre. Mais j'attends d'être en CDI avant de le sortir. Là, on a dû se projeter pour l'arbre en 30 secondes. Est-ce qu'il y a des manières de le faire qui laissent davantage de temps pour, je sais pas, à la fois intérioriser et ça pourrait valoir le coup de prendre plus de temps avant de dire quelque chose ? Tout à fait. Ce matin, au Grand Jeu des Possibles à la Friche, qui est associé à la Cité des Possibles, il y avait, je crois, 34 ateliers qui étaient proposés de manière simultanée, dont l'atelier de la forêt des possibles. Et donc, c'est un moment d'introspection sur notre écologie intérieure, pour le coup. Donc là, on reprend l'allégorie de l'arbre, mais à l'échelle de la personne. Et en fait, c'est assez fou, comme à chaque fois, ça crée des échanges qui sont extrêmement profonds, parce qu'on commence tout de suite par « Quelles sont tes racines ? D'où viens-tu » Et donc ensuite, ça crée des conversations qui sont extrêmement variées, très profondes entre des personnes qui ne se connaissent pas forcément. Ça dure 3 heures, mais souvent, au bout de 3 heures, les gens ont envie que ça dure plus longtemps. Donc si jamais vous avez envie de tester ça, je fais une petite annonce. On peut se voir à la fin. Après, en fait, l'enjeu de cet atelier, ça je le précise, c'est qu'il fait émerger les besoins et les aspirations fondamentales et fondamentaux des personnes. C'est assez fou comme... Pour le coup, on parle d'écologie populaire, ça parle à tout le monde, la question de savoir d'où tu viens, la question de savoir de quoi tu as besoin, la question de savoir de quoi tu te protèges. Tout le monde a des réponses. À quoi tu rêves, à quoi tu aspires, de quoi tu as peur. Tout le monde a des réponses sur ça. Et une fois qu'on les démêle avec cet atelier, l'enjeu, c'est d'essayer de faire de la redirection écologique sur mesure. Parce que moi j'ai fait de l'éducation populaire ici même, dans ce théâtre. Parfois, quand on parle d'écologie, ça paraît hyper lointain. On dit oui, non, mais c'est les mangeurs de graines qui font du vélo en centre-ville, alors que c'est pas pour moi. Mais quand on pose ces questions-là, en fait, on va à la racine de ce qui compte pour les autres, et ensuite, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut essayer de proposer des réponses qui soient pertinentes pour chacun et chacune, et en même temps pertinentes pour la société. Et donc, c'est pour ça qu'on a une émission de radio qui donne aussi la parole à tous les acteurs de transition écologique et sociale de la ville. C'est qu'une fois qu'on fait émerger les besoins dans les ateliers, ensuite, on sait vers qui on peut les rediriger dans la ville en disant « Ah, il y a un besoin sur l'alimentation. Ah, il y a un besoin sur le logement. Ah, il y a un besoin sur la santé mentale. Ah, il y a une aspiration sur tel ou tel travail. » Et donc, ça permet de mailler, de tisser, pour reprendre ton terme, et de créer du lien, puisqu'effectivement, on serait incapable de faire quoi que ce soit tout seul. Bien, merci. Il est quelle heure ? 52. Est-ce
C'est sur Radio Galère pour l'instant, et on espère un jour pouvoir être ailleurs. Mais en tout cas, c'est sur Radio Galère tous les mercredis à 19h. Et donc, si vous allez sur le site de la radio, vous tapez Forêt des possibles, et puis vous trouvez les... On a 108 émissions qui ont été enregistrées. Et en fait, le slogan de ce projet, c'est du moi au nous et du nous au tout. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de repasser les échelles, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. Et donc, dans les émissions, notre invité, c'est qui tu es. Tu vois, Christophe, tu es déjà passé. Donc, qui es-tu? Quelles ont été tes questions? C'est quoi ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait pour répondre à ces questions-là? Et en fait, ce projet, à son échelle, comment est-ce qu'il transforme la société? Et donc, l'ambition, c'est vraiment de dire personne n'est capable de répondre à toutes les questions tout seul. En revanche, on a toutes et tous un bout de la solution. Et donc, c'est plein de petits arbres qui forment une gigantesque forêt et qui sont en mesure de pouvoir à la fois proposer un imaginaire, parce que c'est très inspirant, et en même temps, c'est une façon de repenser un modèle de société complexe. Et pour l'instant, ça marche assez bien. Alors, merci beaucoup. Donc, s'il y a des personnes qui veulent se prêter au jeu de la photo, vous pouvez. On a encore 5 bonnes minutes pour ça, si vous voulez. C'est libre. Nous, on l'a fait, ouais. Non, c'était pour vous dire merci à toutes et à tous d'être venus et en espérant que ça vous a plu, du coup. Tant mieux.